D'abord la série, au fait, je crois que c'est le pays où je crois, une seule fois officiellement. Et tout le reste, c'était illégalement. Il y a quelques touristes qui peuvent y aller chaque année, quelques milliers qui peuvent rentrer en Corée du Nord. Je me suis fait passer pour un de ces touristes. Je viens jamais en journaliste. Ah, évidemment que je viens en journaliste, les mecs me connaissent, mais si tu veux, j'arrive pas à la carte de presse brandie autour du cou en disant « C'est la presse, il va falloir parler, monsieur, et dire la vérité. » Tu vois, il y a un côté propre qui me dérange, moi, là-dedans. T'as un fixeur qui contacte un mec local qui te dit « Ouais, avec moi, tu vas rentrer partout, je les connais tous. » Tu t'aperçois quand t'arrives, en fait, que non. Il connaît personne. Le mec, c'est une truffe. Ah ouais, d'accord. Salut tout le monde, vous êtes en vacances et toute l'équipe de Press Room aussi, mais on ne vous oublie pas. Cet été, on revient sur les moments les plus marquants de la saison 1. Les immersions intenses, les galères, les risques, bref, tout ce qui fait le vrai journalisme de terrain. Retrouvez les coulisses des enquêtes racontées par de grands journalistes comme Jérôme Pierrat, Alexandra Jousset, Laurent Richard et tous les autres. Ces best-of, vous pouvez les retrouver tout l'été sur la chaîne. Ça tourne avec Press Room. Avec nous pour ce week-end prolongé, une petite dizaine de touristes, très curieux ou très tarés. Quelles sont les techniques pour entrer dans ces pays qui sont justement interdits aux journalistes? Pour certains, tu dis que t'es journaliste parce que c'est quand même plus rassurant de montrer patte blanche. Mais évidemment que tu peux pas leur dire que tu fais une série qui s'appelle Le Dictature Tour. Donc pour la Tchétchénie, en l'occurrence, qui était l'un de mes premiers, voire le premier. Quelques mois plus tôt, Kadyrov avait dit « Je veux ouvrir mon pays aux touristes ». Donc on l'avait pris au mot, on avait dit « Ok, super, si vous voulez que les touristes viennent, il faut leur montrer à quoi ça ressemble. Ouais. » Donc nous, on est là pour ça. On va faire une sorte de déraciner des ailes, mais en Tchétchénie. Ouais. Et ça a marché, on a eu un visa, et là j'étais attendu, accueilli par le ministère du tourisme tchétchène, et qui m'ont permis de me promener un peu partout en Tchétchénie. Toi tout le temps. Oui, en revanche, oui. Tout le temps, non-stop, du matin au soir. D'accord. On pouvait rien faire. Je suis en pleine partie de pêche avec l'Office du tourisme tchétchène. Ouais. Bon, on va les manger quand même. Ça aurait été très risqué d'essayer de faire des interviews d'opposants, de dissidents en cachette à Grozny. Tu arrives un petit peu, tu fais pas une interview, à un moment donné, tu laisses tourner la caméra. C'est dans un centre commercial et il y a un stand de tir où tu peux tirer à la Kalachnikov. C'est vraiment en Tchétchénie. Hein. Et là, oui, en effet, on discute avec un papa qui est avec ses enfants et qui nous lâche 2-3 trucs, oui. Ici, officiellement, il y a eu 400 000 morts. Quand la Russie nous bombardait du matin au soir, personne n'a rien dit. Ah ouais, on essaie au maximum de recueillir le sentiment des habitants, mais c'est très très dur parce qu'on est surveillé non-stop, quoi. Donc, faut pas faire de faux pas, sinon ils vont comprendre que on n'est pas là pour montrer les belles mosquées, les belles montagnes tchétchènes. Mais tu le fais quand même, parce que voilà, oui. Oui, t'essayes, t'essayes, ouais. Mais avec le sourire. Comment t'es rentré déjà là-bas? Je leur avais dit que je voulais faire un documentaire sur la jeunesse iranienne. Ils m'ont laissé rentrer. Sauf que sur place, tu te rends compte que tu peux pas faire grand-chose. Et surtout, tu es obligé de faire chaque matin une demande auprès du service concerné pour tourner chaque séquence. Et puis pareil, t'es suivi, hein. Enfin, tout le monde... t'es suivi au point où, au début du reportage, on s'est fait arrêter, nous. On allait tourner la mosquée de Téhéran et en sortant de la mosquée, on se fait arrêter par 3 mecs en costard, lunettes de soleil... Et en fait, on découvrira plus tard que c'était les services secrets des passes d'Aran qui nous suivaient et qui voulaient regarder ce qu'on avait déjà filmé, ce qu'on avait dans nos cartes. Il y a quelques touristes qui peuvent y aller chaque année, quelques milliers qui peuvent rentrer en Corée du Nord. Je me suis fait passer pour un de ces touristes. J'avais déjà mon nom qui circulait un peu sur Google. Donc, et puis surtout, Chaumont, journaliste, quoi. Voilà. Et surtout, tu peux pas dire que t'es journaliste, évidemment. Donc, faut que tu changes de profession. Donc, moi, j'avais décidé d'être cuisinier à domicile. Ouais. Et on avait créé un faux site de cuisine à domicile, avec des photos de moi en tablier dans un resto à côté de l'agence Kappa pour laquelle je travaillais à l'époque. On avait créé ce site et on avait demandé à une agence de faire remonter le site en première page de Google et de faire disparaître tous les autres papiers sur moi, journaliste. Tu t'es créé une légende, quoi, comme un espion, en fait. Ouais, exactement. Oui, c'est tout à fait, ouais. Tu t'inscris auprès d'une agence de voyage. Il en existe 2-3, je crois. Les 2-3 sont chinoises. Puis après, tu peux faire partie d'un tour, quoi, pendant X jours. Moi, j'avais pris une semaine. Et donc après, t'es encadré et tu fais partie d'un groupe de touristes et tu te balades en Corée du Nord, quoi. Pour la Corée du Nord, on le sait tous, évidemment. Je pense que s'ils avaient découvert que j'étais journaliste, c'était potentiellement plusieurs mois en prison, voire plus longtemps en fonction de la situation géopolitique. En fait, exactement, ouais, c'est tout à fait. Bon, on est à Shanghai. Dans quelques heures, on décolle pour Pyongyang, Corée du Nord. On a dit qu'on voulait passer quelques jours de vacances là-bas. Moi, je suis cuisinier.
Et voici mon faux site internet. Eibar, il est prof d'espagnol. Sí, pero sobre todo a mí lo que me gusta es irme a mis vacaciones. Avec nous pour ce week-end prolongé, une petite dizaine de touristes, très curieux ou très tarés. Alors moi, je viens avec vous aujourd'hui. Ok. Et ce soir, je peux rester avec lui. Ah, ok. Alors je peux venir chez vous. Oui, On y va? allons-y. C'est ce qu'il y a de plus difficile d'aller filmer chez les gens. Le moment où on leur demande est-ce qu'on peut venir filmer chez vous pour voir un petit peu votre vie, pour votre vie de famille, regarde etc. comment tu formules. Est-ce qu'on peut venir, machin, pour voir un peu votre vie? Il y a cette première formulation qui met une distance. Ouais. Toi, tu dis quoi? Bah, on va chez toi. Ouais, direct. Ben oui. Tu poses pas la question, en fait. Bah, si, il y a un petit point d'interrogation à la fin. On va chez toi? Ouais, on y va, genre. On va chez toi. Bah, on peut aller chez toi. Même à la limite, moi, quand je demande un renseignement dans la rue, il y a un truc que je fais jamais. Excusez-moi. Jamais je dis excusez-moi. Ou alors, vraiment, je le lis à la fin. Tu dis quoi au début, alors? Et je pose la question. Je dis, vous savez pas où il est le marché? Le mec, il te répond. Si tu demandes, il y a un truc, par exemple, moi je suis un mec, tu vois passer une jolie nana, tu lui dis, il est où le marché? Elle te répond. S'il dit, excusez-moi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il faut pas rentrer dans les codes. T'as mis en place des petites techniques comme ça d'approche, en fait. Oui, mais je les ai pas mises en place, je les ai découvertes. Ouais. C'est-à-dire que j'ai analysé après pourquoi ça marchait. Au début, je sais pas. Mais si tu dis bonjour, eh ben déjà, tu es en train d'installer le fait que nous sommes en procédure de rencontre. Tu poses direct la question, en fait. Bien sûr. Et surtout sans essayer de capter le regard, tu vois. Tu dis, il est où le marché? On te répond. Tu dis, excusez-moi. Bonjour, excusez-moi, il est où le marché? La personne se met, procédure rencontre. On va te répondre, mais pas avec la même spontanéité et pas avec le même amitié. Et puis mon matériel dont on parlait tout à l'heure, il a un truc extraordinaire, c'est que quand je parle avec quelqu'un, comme si on discutait là maintenant, j'aurais mon harnais avec une tige là, j'aurais une petite caméra qu'on voit pas, et on discuterait pareil. Les mains, je ferais pareil, le regard, je ferais pareil, tout est pareil. Donc les gens sentent pas la pression de la caméra. Mais quand ils te voient arriver, quand même, ton attirail, ton harnais, etc. Ça dure 2 secondes. Ils se disent pas, c'est quoi cet extraterrestre? Oui, ça dure 2 secondes. Ouais. Quand j'ai fait le premier essai, avec moi, dans Paris, je suis arrivé, il y avait un petit mec qui était en train de décharger des caisses, c'était un marché. Il me voit arriver vers lui, il fait ça. Tu vois? Il regarde le matériel. Ouais. Je lui parle. Il me répond, c'est fini, le matériel n'existe plus. Et il me pose même pas la question de savoir à quoi ça sert. Quasi jamais. En revanche, comme j'avais un petit réglage à faire, il fallait toujours que si je devais toucher mon réglage, que je regarde ailleurs. Si je faisais ça, tout de suite, à quoi ça sert, qu'est-ce que tu fais? Si je faisais ça, ou en parlant, je dis, et ta mère, elle va bien, ou je sais pas quoi, le matériel n'existe pas. Mes contacts dans le monde du banditisme m'ont permis de rencontrer un vendeur d'armes. Le spectre, il est très large. Je te dirais que je connais du chouf qui n'est pas un voyou, non, mais du guetteur de cité de 14 ans. Tu vois, hier, j'ai vu un copain à moi qui s'appelle Maurice, il a 92 ans, c'est le plus vieux voyou de France, sans doute, tu vois. Et tu fais comment, du coup, pour les approcher? Déjà, je viens jamais en journaliste. Évidemment que je viens en journaliste, les mecs me connaissent, mais si tu veux, j'arrive pas à la carte de presse brandie autour du cou en disant « C'est la presse, il va falloir parler, monsieur, et dire la vérité. » Tu vois, il y a un côté propre qui me dérange, moi, là-dedans. Il y a un truc, c'est qu'il faut que tu sois en empathie avec les gens que tu vas voir. Tu vois, moi je me souviens de Serge Moati qui arrêtait pas de suivre Jean-Marie Le Pen. Bon, il n'est pas franchement du même bord politique, Serge Moati. Il te disait, mais moi, si je veux suivre Le Pen et le comprendre, faut que je l'écoute, le mec. Faut que je le trouve un peu humain. Donc il allait manger à Montretout le dimanche chez les Le Pen. Tu peux te dire, le dingue, tu vois. Non, moi je vais manger chez les mafieux aussi. Mais parce que si je veux qu'il me parle, qu'il se révèle un peu, que j'y comprenne quelque chose, je suis obligé. Si j'y vais, tu vois, Satanas, tu vends de la drogue, c'est mal. Si le mec a pas à me mettre une tarte, je vais pas récolter grand chose, tu vois. Donc, moi, tout de suite, j'ai pas pris ce biais-là. Voilà, je me suis dit, j'y vais, je t'écoute. Tu me reçois, au moins, j'ai le respect de ta fonction. Tu vois, ça veut pas dire que j'approuve ce que tu fais dans la vie, hein, mais puis j'essaie d'aller voir. Voilà, moi, je veux pas essayer de trop voir les sales mecs. Alors, chacun son curseur dans la vie, mais.
Un tueur à gages est une personne qui se fait rémunérer pour commettre le pire des crimes, éliminer un être humain. C'est quoi les tarifs? Moi, pour une jambe, si le mec, on doit lui moucher la jambe, je prends 10 000. Après, s'il faut charquer, moi, j'avoue, je prends 60, 55, 60. Mais comment tu arrives à obtenir leur confiance, en fait? Quelle histoire tu leur racontes? Parce que quand même, pour les convaincre, ils ont aucun intérêt à être filmés, finalement. Aucun intérêt à me parler, aucun intérêt de filmer. Tu vois, moi, ils ont aimé la connaissance, déjà. Ce que je dis, c'est que... mais c'est un truc de journaliste. Si tu t'intéresses à l'agriculture et que tu n'arrives déjà pas à reconnaître une vache d'un mouton, l'agriculteur que tu vas aller voir, ça va vite l'emmerder. Hein. Enfin, tu vois, il va devoir reprendre à zéro. Il va avoir une certaine impression de perdre son temps et pas t'apprendre grand-chose. Donc là, c'est pareil, le banditisme, c'est quand même des trucs pointus, tu vois, ils connaissent les gens, les histoires, les trucs. Moi, quand j'ai abordé ce sujet-là, j'avais potassé avant. J'avais bossé des années et des années, je connaissais le banditisme depuis 1900, je me faisais des petites fiches. Bon, T'as écrit un livre, d'ailleurs? Ouais, j'avais fait un livre qui s'appelait L'histoire du milieu, parce que j'avais fait des études d'histoire, j'avais déjà choisi ça, tu vois. Donc les premiers mecs que j'ai été voir, ils se sont dit, mais le type, il est comme nous, je vais pas te raconter de conneries. Souvent, c'est ce qu'ils me disent, les gens. Ils me disent, mais en fait... Et d'autant plus avec le temps, parce que la mentalité, la manière de parler, le machin, le truc, tu vois. Et puis après, il y a le parrainage. C'est-à-dire que, tu sais, le banditisme, c'est un petit milieu. Je veux dire, les gens en France à un certain niveau, ils vont être combien? 80, 100, 150? Bon, voilà, c'est un milieu professionnel comme nous, tu vois. Donc moi, ça fait 30 ans. 30 ans qu'ils me voient là-dedans. Puis ils me voient au mariage de machin, ils me voient au baptême de trucs muches, ils me voient dans la sphère privée de ces gens. Donc ils ont confiance, ils se disent voilà. Et donc moi, je me fais parrainer comme ça. Tu vois, c'est comme trouver des voyous étrangers. Souvent on me dit mais comment t'es arrivé? On est allé en Géorgie avec une consoeur interviewer des Vori Vezakon, c'est-à-dire les boss de la mafia, d'ex-URSS, tout ça. Mais comment tu chopes le contact en Géorgie? Je dis, le contact, je l'ai eu ici, par des Géorgiens qui avaient là, qui est des gens ou d'autres gens qui vont au placard avec des voyous de chez nous, tu vois. Et quand ils vont en prison, forcément, hein, tu vois, Ils font 10 ans des contacts. Tu sais que c'est à foutre en prison. Donc t'as 2 Albanais qui font la cam, t'as un machin, voilà. Donc tu les rencontres comme ça, tu dis, attends, j'étais avec un mec d'Albanie, bouge pas, on va aller voir son cousin, il avait un resto, c'est comme ça que ça marche. Tu retrouves le mec qui va te retrouver l'autre, et puis tu te retrouves en Albanie à filmer des vendeurs d'armes, ou voilà. Et en fait, tu sais, c'est la règle il y a 5 mecs entre toi et ce que tu veux atteindre. Alors encore plus là-dedans, là, il n'y a même pas 5, tu vois ce que je veux dire. C'est tellement petit que finalement, t'arrives à trouver, tu vois, on est allé tourner, j'en sais rien, en Asie, des trucs. Je les ai eu ici, hein, les plans, tu vois. Et moi, je suis tatoué en truc japonais, ça se voit pas, mais voilà, je suis tatoué en truc, j'ai un costume japonais, moi. Tu peux nous montrer quoi? Bon. Ouais, j'en ai partout, j'en ai là, partout. Et je suis en t-shirt pour une fois. Et donc lui, il rentre là-dedans, je vois le mec arriver, espèce de mec à 1m80, machin. C'est pas le petit japonais, il est nippo-coréen, une espèce de grand mec d'1m80, costard en lin, machin. Et puis le secret de service de Donald Trump, sur les mecs avec les oreillettes, qui est les gardes du corps et tout. Enfin bon. Et puis le mec rentre, il voit les tatouages japonais. Il me dit, Irezumi, ça veut dire en japonais. Irezumi, il me dit French Yakuza, French. Non, monsieur. Tatouage magazine. Et donc voilà. Et donc il y a le gars, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi je connaissais l'organisation. Et donc le gars, il me dit ouais, je lui dis oui, c'est Nagawakai, votre organisation. Le mec me regarde, d'où il sort, etc. Puis je lui donne des noms de trucs, des machins, des histoires de Yakuza, tu vois. Et donc ça l'a amusé, voilà comment aussi ça accroche. Et donc voilà, et donc c'est comme ça que je l'ai connu. Et ce type, on discute et il fait partie des 1% de catholiques japonais. Et d'un seul coup, il me dit, il s'arrête comme ça, il me regarde, il me dit, c'est la destinée. C'est Dieu qui a provoqué cette rencontre. On est liés à vie, toi et moi. Bon, ouais, sur le moment, j'étais moyennement sûr du pacte d'amitié, tu vois. Je me suis dit, oui, écoute, charmé, enchanté, cher Masatoshi, tu vois. Et en fait, je suis devenu petit frère. Donc on a fait des boulots avec lui, au début des interviews, dans le Figaro Magazine, je crois la première était dans le Figaro Magazine, avec les photos, et puis il a jugé que c'était honnête. Il a dit, vous avez été honnête, il n'y a pas de conneries dans ce truc et tout, revenez, je vous en montrerai un peu plus. Donc lui, il est très très respecté, puis il est dangereux. Il est dangereux, donc les gens ont peur de lui. C'est un mec, un peu un sale mec. Beaucoup plus vieux, mais qu'une 60aine d'années, tu vois.
Et lui, quand il me présente à tous ces gens, il dit voilà, lui représente une équipe en France. Ah, moi, je suis pas Pablo Escobar, il vient pour des gens qui vont envoyer une vingtaine de tonnes tous les 2 mois en Europe. Donc, il vient mettre au point toute cette filière, trouver les gens qui vont traverser, les gens qui machin, qui voilà. Donc lui, il me met en main. Et lui, pour pas m'emmerder, je lui dis, tu sais, moi, je vais filmer des fois. Il faut que je montre à mes amis comment sont faits les ballots. Donc, quand j'allais chez les producteurs, je disais au mec, oh, écarte-toi du truc. Je vais filmer tes 10 tonnes, là. Ah oui, on voit des énormes... Ouais, c'est des paquets, 20 des tonnes, tas. c'est énorme. Ouais, c'est des 10 tonnes, des 20 tonnes de shit. Donc, moi, je voulais 20 tonnes. Donc, il me dit, comme ça, on va faire les Pablo Escobar du Rif, les trucs et tout. Et le mec m'avait dit, la merde dans le Rif, c'est que l'armée et les flics, ils rentrent pas dans le Rif. Ils sont autour, ils font des barrages, puis une fois que t'es dedans, si les mecs, ils décident de nous mettre un coup de fusil de chasse, puis nous enterrer derrière la montagne, wallou pour nous retrouver. À un moment donné, tu filmes en caméra cachée et tu te fais griller. Après 2 heures de piste, nous arrivons chez un premier producteur. Il est méfiant. Il repère la caméra cachée sur mon torse. De quoi? Il peut faire, je crois, il se demande. Moi, je commence à lui dire, on a coupé. Je lui dis, mais non, mec, il n'y a rien du tout, qu'est-ce que tu me prends la tête? Il faut faire le voyou. Je suis censé être un voyou. Je vais pas lui dire, ah ben non, non, t'inquiète, j'ai rien dans mon sac. Bah oui. Je lui dis, mec, c'est mon sac, qu'est-ce que tu t'as pété un plomb? Tu me prends pour une balance, un machin, un truc, tu vois, il faut que ça monte, faut que ça soit un peu tendu, sinon, il n'y a pas de raison, tu vois. Et l'autre à côté, qui est méchant comme une teigne, il a pris le relais, tu vois, et puis il a commencé à dire, oh, tu dis qu'en gros, que je te ramène des indicateurs chez toi. Donc tu vois, donc tu es en train de me traiter de balance. C'est bien ce que je viens de comprendre, tu vois. Alors là, ça s'est calmé d'un seul coup, tu vois. Tout le monde, bah ouais, parce que là, ça sort, c'est la guerre après. Donc voilà, donc t'as des coups de chaud comme ça. Enfin, ça, je peux te le raconter, voilà, mais des trucs d'un autre monde. Donc il y a des fois, bon, tu vois, tu dors moyennement bien, quoi. Poutine est profondément persuadé que tous les problèmes se résolvent par la violence. Ça fait partie de ce travail. Soit tu tues, soit tu te fais tuer. Vous, quand vous êtes arrivé, vous avez été suivi dès le début. Qu'est-ce que vous prenez comme précaution, justement On regarde qui sont les gens qui sont devant notre hôtel, qui sont les marchands ambulants, voir si c'est toujours à peu près les mêmes. C'est surtout des mesures de précaution. C'est-à-dire que je pense qu'une bonne filature, si elle est bien faite, c'est très rare de... Enfin, j'ai à part d'avoir des années d'entraînement dans le contre-espionnage, ce qui n'est pas notre cas, c'est très difficile à déceler. À un certain moment, on avait des doutes. Par exemple, notre voisin de chambre, on était dans un hôtel, notre voisin travaillait pour une ONG internationale, et un jour on est parti tourner, et quand on est rentré, il avait pris des photos. À la seconde où on était parti, il y avait des gars de Wagner qui étaient arrivés avec des drones, et ils faisaient voler des drones au-dessus de notre chambre. Okay. Donc on savait qu'ils nous surveillaient, et puis à un moment ils ont vraiment voulu nous le faire savoir en fait, parce que on était dans la rue en train de filmer, puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui nous a apporté une photo de nous deux. Donc il voulait vraiment qu'on sache qu'il nous suivait et qu'il nous prenait en photo, quoi. C'était, je pense, une manière de nous intimider. En fait, on sait qu'il y avait des micros dans nos chambres. Ah, carrément. Ouais, vous étiez écoutés. Mais c'est surtout qu'en fait, on a fouillé notre chambre en arrivant. Comme on s'était dit qu'il y avait une chance qu'ils mettent des micros, on avait fouillé partout, démonté les lampes, retourné les placards, on avait regardé sous les lits, on avait tout mis. Et en fait, a priori, ils les avaient mis dans les montants du lit. Enfin, c'est-à-dire que même moi, enfin vraiment... J'avais pensé à plein d'endroits, si vous voulez, les lampes, les trucs, mais j'avais pas pensé à ça. Donc. C'est un métier, ouais. Oui. Espion, quoi. Espion. On peut pas être journaliste et espion, quoi. Non. Est-ce que tu penses qu'ils payent aussi plein de gens, qu'ils ont des informateurs un petit peu partout? Ah, mais tout le monde. C'est-à-dire que c'est le vendeur bilan, la personne qui fait le ménage dans votre chambre. Voilà, vous pouvez avoir confiance en absolument personne. Donc, c'est un climat assez oppressant. Parce que, effectivement, vous vous dites, il y a aucun endroit où je suis, dans n'importe quel restaurant... Voilà, il y a aucun endroit où je suis, je peux avoir confiance en quelqu'un. Sur la table, 200 000 € de marchandises. Une gélule ne coûte qu'1 € à produire et sera revendue 20 fois plus cher aux États-Unis. Tu es dans un labo où on voit des kilos de drogue, etc. Ça a été chaud, ça aussi, à obtenir comme séquence?
Alors, c'est de la méthamphétamine. C'est un laboratoire de méthamphétamine. Alors, surtout, c'est dangereux, en fait, d'abord, parce qu'en fait, il y a des émanations, en fait, de produits chimiques qui peuvent vraiment abîmer la santé profondément. Ça, c'est vraiment de la merde, hein, pour être très clair. Hein. T'avais un masque, un truc? Alors, on n'avait pas toujours des masques, parce que ça se faisait toujours un peu à l'arrache, c'est ici, c'est là. Donc, ils nous disaient surtout, t'approches pas trop, etc. et tout. C'est toujours compliqué d'avoir les labos parce que c'est l'unité de production. C'est là où l'investissement aussi est élevé parce qu'il faut investir dans des brûleurs, dans des micro-ondes. Et voilà, les produits chimiques sont aussi chers et difficiles à obtenir. Donc c'est le truc un peu touchy pour eux de montrer ça. Et en même temps, ils adorent montrer qui sont les kings, ils adorent montrer que c'est eux les meilleurs, ils adorent se montrer à la télévision. Et c'est le côté un peu, j'allais dire, bling-bling, show-off des Mexicains qui fait qu'on arrive à filmer ça. Mais vous filmez ça en Albanie, c'est impossible. Ouais. Comment t'as fait, toi, pour justement rentrer en contact avec les barons de la drogue ? Alors, je le faisais pas directement. Donc moi, je travaillais avec donc un fixeur. Un fixeur, c'est un journaliste local. Et Miguel Ángel Vega, il travaillait pour le magazine Rio Doce, qui était un magazine spécialisé dans le crime organisé. Et on s'est tout de suite très très bien entendu. Et il m'a dit, moi, je peux te trouver des accès. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre au Mexique, c'est que les narcotrafiquants, ils font partie, ils vivent parmi la population. La population, on les connaît, communique avec la presse, ils font des communiqués, ils donnent des interviews. On le voyait distribuer de l'argent au grand jour, le pistolet à la ceinture. Je me souviens quand je tournais aux États-Unis, le fait d'être une journaliste française qui vient aux États-Unis pour rencontrer telle ou telle personne, ils se sentent en fait flattés. Ils se sentent flattés, ils ont l'impression que tu as fait le voyage pour eux. Et finalement, ils ouvrent plus facilement les portes que si j'avais été une journaliste américaine. Tu penses que toi, ça a été un avantage d'être un journaliste français plutôt que d'être un journaliste mexicain? C'est clairement un avantage. C'est plus safe, entre guillemets. Et puis, c'est plus valorisant. C'est ça. Parce que on a traversé l'Atlantique pour venir les voir. Exactement. Toute l'Europe va pouvoir les voir, etc. Et tout. Et c'est un processus qui est très humain. On parlait de la nature humaine tout à l'heure. C'est des gens qui vivent cachés, souvent à leur propre famille. Ils peuvent pas toujours tout dire de ce qu'ils font parce qu'ils font quand même des choses dégueulasses. Hein. Ils tuent des gens, ils les torturent, etc. Et là, de pouvoir derrière une cagoule, derrière un masque, vraiment raconter ce qui se raconte entre copains, mais pouvoir le faire savoir à la terre entière. Pour eux, c'est assez jouissif. Et en fait, on sait jamais vraiment pourquoi les gens, j'imagine, ça t'est arrivé plein de fois dans ta carrière, tu te demandes pourquoi est-ce que ces gens-là viennent devant la caméra. Tu sais pas, t'as envie de leur dire, justement, le fais pas, c'est hyper dangereux de venir dire ça. Et pourtant, en fait, les ressorts qui font que les gens viennent nous dire des choses invraisemblables. C'est l'orgueil, en fait. C'est une forme d'orgueil. C'est plein de choses. L'orgueil, la revanche, la haine. C'est plein de choses très humaines. Je sais m'adapter aux situations les plus dangereuses. Et je vais plonger dans les zones les plus hostiles de la planète. Le concept de ton émission, c'est d'aller dans les pays les plus dangereux de la planète. J'aime bien. T'as fait quoi, en gros? Quel pays? J'ai fait Mexique, Salvador, Venezuela, Colombie, Argentine, à Rosario aussi, c'est... C'est chaud. T'es resté quand même une semaine dans un bidonville contrôlé par les dealers. Donc déjà, est-ce que c'est facile de filmer là-bas? T'as un fixeur qui contacte un mec local qui te dit « Ouais, avec moi, tu vas rentrer partout, je les connais tous. » Tu t'aperçois quand t'arrives, en fait, que non. Il connaît personne. Le mec, c'est une truffe. Ah ouais, d'accord, merde. Ouais, t'es le mec qui te discute, ouais, avant, j'étais un brigand, machin. Et à chaque fois qu'on fait un pas, il baisse la caméra, il me dit, oh. Attends, tu m'as dit que tu les connaissais tous et que je pouvais filmer. Donc on se retrouve bloqué, 3 jours sans tourner, on peut pas, je rentre, ils veulent pas, je rentre, ils veulent pas, je rentre, ils veulent pas. Donc je lui demande qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Et elle me dit, les trafiquants, les criminels de là-bas, les voleurs, les petits nanas, et même les gens, tout ça, les femmes de voleurs aussi, parce qu'il y a une femme qui fait ça, ils s'implantent des os humains sous la peau, ça fait des petites bosses, et c'est pour se protéger de la police. Mais c'est
De la police. Ouais. D'accord. C'est-à-dire, cet os humain. Donc ils les trouvent, je sais pas, il y a Ils les un trouvent trafic. Alors ils les trouvent machin, et c'est souvent. Et ce qui est le mieux, en fait, il y a un os humain normal, mais le mieux, c'est quand t'as un humain qui s'est fait tuer par la police. D'accord, là c'est Ça, la c'est double. l'os maximum. Tu vois, Ouais. c'est celui qui te protège. T'es sûr de pas être tué par la police. D'accord. Ok, ouais, c'est hyper logique, ouais. Ça a tout un programme. Et en fait, il y avait cette histoire, donc je dis bon, on va filmer ça déjà, puisque les mecs ils sont d'accord, ils sont au courant qu'on vient, Ouais. toi, ils sont sympas. On commence par ça. On va commencer par ça. Et on filme ça. Puis moi, bing, j'ai un tilt. Je dis attends, ils se connaissent tous, machin. Je dis je vais le faire, comme ça ils vont se dire machin. C'est pas eux qui te demandent de le faire. Non, c'est moi je vais le faire, fais-le moi, en fait. Ouais. Voilà. Donc eux, ils ont un système d'anesthésie. Je sais pas où ils trouvent, c'est des médecins. Ouais, vachement, ouais. Ils ont vachement l'air de médecins d'ailleurs. Voilà. Ouais. Non, c'est des anciens prisonniers, c'est des anciens. Enfin, c'est des criminels, voilà, quoi. c'est des anciens criminels qui font ça. Et donc, soit t'as l'anesthésie piqûre, soit t'as l'anesthésie au glaçon. Et moi, les piqûres, j'aime. T'as peur. Je m'en fous, hein. Mais T'aimes pas. là-bas, non. Tu te dis c'est peut-être pas clean et tout ça. Je sais pas le produit qu'il a. Ouais. Vas-y au glaçon, quoi. Donc glaçon, il t'ouvre la peau, il glisse l'os, qui est sculpté en tête de mort. Ézéchiel glisse l'os sous ma peau. Quelques minutes plus tard, il m'a déjà recousu. Je devrais être soulagé, mais c'est tout le contraire. Je suis tombé dans les pommes. 3 minutes. Et c'est quoi en fait, tu penses? Je sais pas. J'ai vu noir à un moment. Le truc, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire. Ouais, on le voit dans l'image. Ouais. Donc tout ça, en fait, pour en revenir à cette histoire, c'est que tout ça, c'était. Et du coup, j'ai pu filmer dans le quartier. Parce qu'ils se sont dit, il est taré. Voilà, il a du cran. Ça va. Il a du cran. Il est comme nous. Ouais. C'est le truc le plus extrême que t'aies fait. Ouais. Et t'avais l'autorisation d'aller filmer là-bas? Non, alors on rentre. Comment tu rentres? Parce que c'est comme c'est une dictature, on va pas se cacher, hein, on va pas faire dans la Ah oui, nuance. c'est une dictature, mais tu peux le dire. Voilà, le Venezuela, ils disent, vous pouvez rentrer. Il faut demander un visa journaliste. Tu demandes un visa journaliste, mais ils te le donnent jamais. Ils font attendre, machin. Donc, si tu veux un peu de liberté et faire ce que tu as envie de montrer, tu rentres en touriste. Tu rentres on normal, fait tous, hein. avec les petites caméras. Tu vois, machin, petite caméra. Petit caméscope. Ouais, je pense que même ils se sont dit, eux, à la douane, ils se sont dit, eux, ils nous prennent pour des cons. Ouais. Donc tu te fais repérer quand même. Vous êtes fait repérer, vous avez été suivi? Je suis presque. Ouais, je sais direct, pas. en sortant de l'aéroport, tu crois? Je sais pas, ouais. Au bout de 3 jours, sûr. Faut savoir qu'au Venezuela, ils sont entraînés, ils savent faire. Hein. Ils sont forts. Hein. Les services secrets, tout ça, ils sont très très forts. Quoi. C'est tout un réseau. De toute façon, les dictatures, elles tiennent comme ça, avec des gens partout. Qui disent tout le monde, en fait. Tout le monde. À l'hôtel, tu prends un verre, tu parles doucement, de peur que le mec au bar, il entende. Enfin, bon, bref. Pour rentrer, en fait, dans ces endroits-là, t'es toujours obligé de négocier avec quelqu'un, parce qu'il y a un patron. Hein. Je veux dire, dans ces quartiers-là, comme il y a du trafic et des machins, les mecs tiennent la rue. Et donc, pour aller montrer des gens qui vivent normalement là-dedans, pour rentrer avec une caméra, tu es obligé de prendre contact avec le patron du quartier. Les trafiquants, en fait. Les trafiquants, les gens qui Quel type de trafic? Les criminels, voilà. Les criminels, ouais. Ouais, pas que des criminels, mais les gens, oui, qui te permettent de rentrer dans ces endroits-là. Et donc, avant d'arriver, tu les connais pas, en fait. Je les connais pas. Tu sais pas du tout ce que tu vas filmer, qui est-ce que tu vas... C'est trop instable. Il faut savoir un autre truc, c'est qu'en France, on n'est pas comme des équipes américaines. Ouais. Les équipes américaines, ils passent, ils vont, ils payent tout le monde. Ouais. Comme ça, pas de souci. Nous, non. Et alors ça, comment tu fais du coup? Parce qu'ils doivent te dire, les Américains, ils sont venus. Ouais, comment tu leur vends le truc? En fait, tu vois, c'est pas au bagou, mais à la grande gueule, aux négociations, où ok, on paye pas, mais tu vois, tu payes un barbecue, tu payes la viande, tu les invites au resto. Voilà, tu les invites au resto, tu fais une grande fête avec tout le monde, et tout le monde se la colle sur ton dos, mais voilà. Ouais, au moins... Allez, c'est pas grave. Ils sont bourrés le lendemain matin. Ouais, ils arrivent pas à l'heure. Ils arrivent pas à l'heure. Tu peux pas faire d'interview, mais c'est pas grave. Ouais. Tu vois, ça crée aussi, moi ce que j'aime bien, c'est ça crée aussi de la spontanéité en fait.
Si certaines des histoires que vous avez entendues vous ont plu, vous pouvez retrouver les épisodes complets sur la chaîne. Bonnes vacances et à bientôt sur Press Room.